Merci messieurs. Un honneur d'être présent aujourd'hui pour ce Mardi Live Academy. Je suis honoré en tant que directeur du campus Eurydice Aix-en-Provence de participer à cette session pour présenter les métiers d'avenir, notamment celui de commercial spécialisé. Et du coup, aujourd'hui, le partenariat du groupe Eureka avec ces écoles spécialisées dans l'apprentissage, spécialisées dans des métiers où effectivement nos jeunes sont dans la pratique au quotidien. Et c'est partager ce moment avec vous aujourd'hui très fort pour faire découvrir aux générations à venir des métiers d'avenir dans la filière commerce notamment aujourd'hui. Très bien. Moi, je suis aussi très heureux, hein, Nicolas Nevers, je suis très heureux d'être parmi vous deux et au sein de Geek Academy pour parler de notre beau métier, effectivement, du métier d'ingénieur d'affaires dans les hautes technologies. Moi, aujourd'hui, j'interviens en tant que formateur, justement, à Eurydice Business School, mais j'ai un parcours d'ingénieur d'affaires qui m'a amené aujourd'hui à ce poste. Bonjour, merci de m'avoir invité. Je suis content aussi également de vous retrouver tous les deux. Moi, je suis étudiant en alternance chez Eurydice, en deuxième année d'apprentissage. Et c'est également un plaisir pour moi peut-être de faire un retour d'expérience concret de ce que je vis au quotidien et de peut-être là où je veux aller et de ce qu'est notre métier, en tout cas aujourd'hui. Hugo, voilà, ça nous semblait essentiel effectivement qu'un étudiant actuel de l'école, qui est en pleine évolution et comme on le disait, avec un bel avenir, tu seras partie des premières promos du nouveau campus Aixois, Aix-Marseille. Et donc du coup, ça nous paraissait pertinent d'avoir un jeune dynamique qui a su trouver sa voie dans le commerce B2B et dans les hautes technologies. Tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure. Tout à fait. Je vais laisser la parole à Nicolas pour présenter un petit peu les origines et de notre beau métier qui gagne à être connu. Hein, si on prend tout ce temps au quotidien, dans nos conférences, dans nos présentations, dans les établissements et aujourd'hui pour ce Mardi Live, c'est parce que en fait, c'est pas un métier qui est présenté naturellement à la télé ou qui n'est pas présenté au quotidien dans les études classiques. Si on n'a pas la chance d'avoir dans notre réseau une connaissance ou si on n'a pas eu une belle rencontre, on peut passer à côté et on est là justement pour vous donner les déclics et peut-être les pistes de réflexion pour en savoir plus. Donc Nicolas, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'origine de ce métier Je dirais que c'est déjà l'origine, c'est un métier où on va faire du B2B, du commerce pour accompagner les entreprises. Et notre objectif aujourd'hui, c'est justement d'être un partenaire de ces entreprises, d'être là pour eux. Et l'ingénieur d'affaires dans les hautes technologies, il va accompagner justement ces entreprises sur un secteur B2B, mais plutôt avec des clients en grand compte et en vendant des solutions complexes, à forte valeur ajoutée, sur des processus qui sont plutôt longs, des cycles longs et avec de multiples interlocuteurs et notamment donc des décideurs de haut niveau. Voilà, donc c'est un métier en tout cas qui est passionnant, qui évolue sans cesse et dans lequel on doit tout le temps se challenger. C'est ça qui est vraiment passionnant. Et d'autant plus dans les nouvelles technologies où ça évolue très très vite, où on doit sans cesse se documenter, suivre un peu les actualités du secteur et aussi s'adapter pour se réinventer en permanence. Et historiquement, justement, ce métier, 30 ans d'histoire à partager, que Eurydice partage avec effectivement les entreprises de la tech, de l'informatique historiquement. Le constat que tu fais, toi, justement, sur ses origines et de son évolution ces dernières années? De toute façon, la tech, ça évolue en permanence. Aujourd'hui, tu parles d'informatique, mais en fait, c'est bien plus large que ça, hein. Les hautes technologies, ça va des Oui, télécoms. c'était l'origine, effectivement. Oui, l'origine, c'était l'informatique, mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus vaste que ça. C'est effectivement, on travaille, les entreprises partenaires, par exemple, de Redis, mais le secteur des hautes technologies, ça peut être effectivement des éditeurs de logiciels, des opérateurs télécoms, des intégrateurs de solutions informatiques. C'est vraiment assez vaste. Et puis, ça va continuer à évoluer. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer aussi vers l'industrie 4.0. Et voilà, c'est un métier qui, comme je disais, qui évolue sans cesse. On suit en fait le développement de la technologie qui ne fait qu'aller plus loin. On est sur l'intelligence artificielle, sur des sujets
qui vont très très vite et qui sont passionnants. Et voilà, nous on est acteurs de ce changement Ouais. et c'est ça qui est vraiment très très intéressant. Ce que j'aimais bien, effectivement, moi, dans l'histoire, c'est qu'on était vraiment parti d'un constat où, en France, il faut toujours faire des études, avoir un diplôme, faire reconnaître ses compétences, mais on a su le transcrire dans des formations professionnelles dès le départ, au tout début, avant même les réformes de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et c'était justement cette volonté d'accompagner des commerciaux qui n'étaient pas formés à vendre des produits packagés ou des produits de grande consommation pour le grand public, mais vraiment des solutions qui sont mises en place au sein des entreprises, donc B2B comme tu l'as dit, business to business, des solutions qui sont déployées au sein des entreprises en mode projet avec des experts. Sur mesure en fait, complètement adapté aux besoins et aux problématiques, aux enjeux de chaque client. Effectivement, on vend plus d'offres, enfin on vend des offres packagées, mais nous en tout cas notre vocation en tant qu'ingénieur d'affaires plutôt de haut niveau, c'est d'adapter nos offres au plus près des besoins de chaque client. Et je crois justement qu'il y a un cycle de vente bien complexe et qui est assez bien présenté dans une vidéo de la chaîne YouTube Eurydice sur le métier d'ingénieur d'affaires avec plusieurs étapes justement que nos étudiants découvrent. Je ne sais pas justement Hugo, toi qui les as découverts l'an dernier lors de ton bachelor vente et négociation commerciale B2B dans le secteur des hautes technologies, comment tu as pu appréhender ce cycle de vente dans la formation et faire le parallèle avec la présentation métier de Nicolas? Déjà, pour faire le lien, et même quelque chose qu'on sous-estime, c'est que c'est un enjeu tout particulier, encore plus dans notre fonction. Comme tu l'as dit, c'est un projet qui va avoir des répercussions, en tout cas sur le milieu de l'entreprise client, prospect, etc. Mais ouais, clairement, on voit le cycle de vente en entier et on doit être, j'ai envie de dire, capable d'analyser chaque partie, suivre chaque étape de ce processus qui a chaque notion a ses propres enjeux, ses propres particularités, avec différents interlocuteurs aussi même parfois. Donc adapter, j'ai envie de dire, son discours, son analyse et sa posture aussi. Sa posture, clairement, à chaque intervenant et interlocuteur qu'on peut avoir. Et le cycle aujourd'hui, effectivement, pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est le cycle de vente, en fait, il va effectivement de la prospection à ce qu'on appelle le closing, c'est-à-dire c'est ça son séquençage justement, effectivement, voilà. à la négociation et à la réalisation de la signature en fait de l'affaire. Donc il y a différentes étapes. Une étape, moi qui me tient à cœur, c'est par exemple l'investigation client. C'est là où tu es expert en formation, il me semble. Exactement. Donc nous, on a une philosophie, c'est de s'appuyer sur différentes méthodes, mais notamment sur le spin selling, qui est une méthode de découverte finalement structurée et vraiment très intéressante, où on va être avec une posture plutôt de médecin, où on va essayer de comprendre aujourd'hui les symptômes et les problèmes du patient, enfin là en l'occurrence de l'entreprise, pour pouvoir lui amener un remède. Et donc idéalement, forcément c'est notre solution. Et donc il va falloir l'amener à ça. Et par un questionnement, par une découverte avec une structuration vraiment précise. L'idée étant vraiment d'être un partenaire, comme je disais tout à l'heure, de l'entreprise et d'avoir une vente gagnant-gagnant. L'idée, c'est pas de vendre à tout prix, c'est d'apporter une vraie valeur ajoutée pour le client. Et donc c'est ça l'enjeu, je dirais, principal, c'est créer de la valeur pour le client. Pour l'enjeu de l'investigation. C'est ce que tu dis souvent, je crois, aux étudiants, vous deux, et c'est évoqué dans la vidéo justement, c'est tu deviens le médecin conseil de ton client. En accompagnant. Voilà, en l'accompagnant et tu l'accompagnes à son développement au travers de tes solutions. Exactement, pour ça il faut déjà il faut bien comprendre son environnement, bien comprendre la solution qu'on va pouvoir proposer, mais pour ça il faut aussi bien sûr s'intéresser à son interlocuteur, à son marché, à son environnement. Et ça, c'est vraiment, je dirais, tout l'enjeu de l'investigation et de la vente. Il faut bien savoir à qui on parle et c'est ça qui est, encore une fois, très, très, très intéressant, parce qu'on a des clients qui sont divers, aussi bien des entreprises, des gens du secteur public, des administrations, des associations aussi parfois. Donc on a multiples typologies. Toute organisation en fait. Exactement. Au final. On parle d'une entreprise au sens large, mais c'est toute forme d'organisation à but lucratif ou non lucratif qui sont concernées historiquement par l'informatique et aujourd'hui par les hautes technologies.
Et ce séquençage, du coup, dans le cycle de vente, il est plus ou moins long. Quel ordre les ventes que tu as connues, les modèles sur lesquels tu enseignes? Tout dépend. Disons que nous, le modèle de vente qu'on enseigne chez Eurydice, c'est de la vente complexe. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec plutôt. Qui ne veut pas dire difficile. Non, mais avec des processus qui vont être des cycles qui vont être plutôt longs, avec plusieurs mois ou parfois de plusieurs années, selon les produits qu'on va pouvoir commercialiser. Avec, comme je disais tout à l'heure, une approche en mode projet, en mode partenaire, et avec une multitude d'interlocuteurs et de décideurs qu'on va pouvoir rencontrer dans le cycle de vente. Complexe par la compréhension de l'ensemble des interlocuteurs de la vente, aussi bien justement, je voulais poser la question et comment tu l'avais perçu toi pendant ton début de formation, parce que c'est quand même la valeur ajoutée d'Eurydice, au-delà d'être expert dans son programme de la vente B2B depuis 30 ans, avec cette spécialisation dans les technologies et l'informatique historiquement qui est devenue Léo Technologies, c'est cette approche technico-fonctionnelle en fait. C'est ça, ce qu'on enseigne à nos élèves, c'est aussi d'avoir un vernis technique. Alors on ne leur demande pas bien sûr d'être des ingénieurs, mais on leur demande en tout cas de bien comprendre l'environnement dans lequel ils sont et les solutions, les différentes technologies qu'ils vont pouvoir commercialiser. Donc on donne des cours par exemple de télécom, d'infrastructure, logiciel métier, enfin il y a toute une palette. Qui viennent au-dessus chapeauter l'ensemble du cycle de vente pour avoir cette compréhension de l'environnement. Exactement, et qui leur permet d'avoir une posture d'expert en fait. Tout à fait, en fait on n'arrive pas à une seule étape de ce cycle de vente, on le prend dans sa globalité et on l'intègre à tous les niveaux. Comme tu l'as dit, de la prospection jusqu'à la signature. Et même, ce cycle n'est pas fini, il revient avec de la fidélisation. Et je dirais même, avant la prospection, il y a aussi finalement l'élaboration de sa stratégie. Ouais, clairement. Ça va vraiment, le cycle il est vraiment très très long. Et il y a effectivement la partie opérationnelle, mais il y a une grosse partie avant de préparation qui est vraiment aussi primordiale. Et pour ça, il faut comprendre les enjeux du client. Ouais, alors justement, Hugo, toi, tu as participé à cette immersion il y a un peu plus d'un an maintenant, juste avant la pandémie. Comment tu as intégré le monde de l'entreprise en alternance? C'est une question de l'un de nos auditeurs, justement. Comment tu t'y es pris pour intégrer le monde de l'entreprise pendant ton année de bachelor? Alors, déjà, le monde de l'entreprise, pour moi, il s'y imposait. Côté recherche, personnel, parce que tu sortais du BTS, quelle était ta démarche pour trouver une entreprise? Donc déjà, je sortais d'un BTS technico-commercial où j'avais eu, par un stage, pu toucher le monde professionnel. À la suite de ce BTS, justement, le monde professionnel s'imposait à moi. J'étais même en voie de finir mes études et de partir travailler. Ouais. Et c'est une belle rencontre, justement, sur un salon qui m'a fait changer d'avis par l'alternance. Et comment est-ce que j'ai pu découvrir et arriver dans ce monde professionnel Voilà, lancer ta recherche suite de tes examens, j'imagine. Exactement. Donc j'ai validé mon concours même en amont de mes examens et j'ai commencé ma recherche assez tôt. Ouais. On le dit jamais assez en apprentissage de s'y prendre toujours tôt. Je sais que les parents insistent auprès des étudiants, mais là, dans le fait effectivement que c'est un projet encore plus métier, opérationnel et dans un secteur privilégié qu'est les hautes technologies, c'est encore bien, c'est encore mieux effectivement. Mais même, c'est le maître mot de notre métier, c'est la préparation. Donc ça y va même à la recherche d'un métier, d'un boulot, d'un poste. Donc pour cette recherche d'alternance, il y avait Eurydice aussi qui accompagnait dans ces recherches par déjà la préparation, puisque forcément en tant qu'étudiant, on grandit, on s'imprègne de tout ça et on a une évolution qui est assez impressionnante, je trouve, dans le milieu professionnel concret, puisque on touche directement ce qu'on apprend en théorie à l'école. Donc ça, c'est assez agréable personnellement de voir cette évolution. Et en plus de ça, dans ces recherches, il faut essayer d'avoir, et c'est ce que j'ai essayé d'avoir moi personnellement, un sens critique sur chaque action qu'on fait. Donc pour toujours s'améliorer, et même dans la recherche de travail, on n'est jamais parfait, on peut toujours performer, et même dans la conduite d'un entretien d'embauche, ça s'intègre à tous les niveaux. J'ai envie de dire. Et là, tu as démarré, si je me rappelle bien, juste après le concours, tu as démarré
ton premier cours Eurydice, c'est un coaching Ouais. que j'anime. Nicolas Bulcourt aujourd'hui, responsable des relations entreprises sur le campus d'Aix-Marseille. Mais on a effectivement des personnes qui coachent les nouveaux étudiants sur tous les campus. Et tu participes dans les 15 jours à un job Exactement, dating. c'est ce qui s'est passé. Voilà, et voilà, je pense que c'était vraiment le fond de la question. Ouais. Que, ça a été par rapport à tes recherches, la clé, comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Ça paraît anodin de dire une journée de coaching, sauf que c'est des notions qu'on ne nous répétera jamais assez, je pense, et qu'on intègre et dont on s'imprègne en pratiquant. Donc on a toutes les parties théoriques, on comprend, on connaît, mais c'est en pratiquant vraiment où on se l'approprie et où on va le maîtriser, j'ai envie de dire. Et effectivement, 2 semaines après le job dating. Et là, tu rencontres 3-4 entreprises dans la foulée, très Ouais, ciblées, très spécialisées sur justement ce que tu recherchais. Exact. Mais le but, clairement, c'était pas de faire du volume. Je tenais quand même si j'avais pas un feeling particulier en amont, je tenais à y assister pour m'entraîner, me préparer à justement celle qui me convenait. Et comme un sportif. Exactement, comme un sportif, on y va dans l'entraînement. Et ça rejoint la question justement des conseils d'un auditeur. Quel conseil toi tu donnerais? C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, clairement. C'est de pratiquer, de ne pas avoir peur de faire des erreurs parce qu'on en fera toujours. C'est propre à l'humain, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend, clairement. Et une erreur n'est pas une fin en soi. Ça permet de grandir et d'aller au-delà de ça. Et pour compléter sa question, c'est quelle différence entre une approche où tu as vu des entreprises plutôt B2C et du jour au lendemain en job dating chez Eurydice qui effectivement te propose des entreprises par rapport à ton projet pour que tu aies ton contrat d'apprentissage à la rentrée. Quelle est la différence dans la préparation entre le B2C et le B2B d'un coup? C'est plus les mêmes échanges? Alors, moi, j'ai jamais donné là-dessus. J'ai pas eu d'expérience B2C. Par contre, j'ai grandi justement avant mon BTS à cette image de commercial B2C qui ne me plaisait pas, où je n'avais pas le feeling particulier. Une image qui est faussée, clairement. J'avais cette image du commercial à la foire qui va te vendre un produit en criant haut et fort. Donc, on est clairement un cliché bien lointain, mais un cliché avec lequel j'avais cette image. Et en fait, c'est mon BTS qui était déjà spécialisé B2B qui m'a fait justement qui m'a confirmé mon choix et ma vision des choses. Donc la grande différence, j'ai envie de dire, c'est que tu me confirmeras, Adrien, et tu me corrigeras si je me trompe. Dans le B2C, on va plus être sur de l'accueil et du conseil interne, j'ai envie de dire, en agence. Et dans le B2B, on a une vision beaucoup plus générale, peut-être opérationnelle, terrain, où on ne va pas attendre l'arrivée du client dans sa boutique, dans son commerce, mais on va aller le chercher. Ouais, donc c'est le cas effectivement du commercial dès les formations type DUT, technique de commercialisation, BTS NDRC, BTS CCST, toutes des formations préparatoires à ce diplôme de chargé d'affaires, ingénieur d'affaires. Merci pour ces conseils, Hugo. On a une question aussi d'un auditeur sur justement l'environnement haute technologie, comment il a été abordé avant, quand tu bascules du BTS et quand tu viens chez Eurydice, ça peut faire peur, j'imagine. Moi, j'ai souvent, en tant que directeur de campus, la question mais quel niveau on va nous donner? Je rassure tout le monde, et vous le savez très bien, effectivement, on ne forme pas des ingénieurs techniques qui vont mettre en œuvre les fameux projets qui sont vendus, mais plutôt le savoir et la connaissance des concepts pour comprendre les enjeux business des entreprises et justement faire cette affiliation entre le besoin fonctionnel voulu par n'importe quel corps de métier d'une entreprise avec les équipes techniques. Donc Nicolas, haute technologie, voilà, comment vous... Haute technologie, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait, ça va de l'informatique au logiciel métier, à la partie télécom. Et pour compléter ce que tu étais en train de dire, Adrien, l'ingénieur d'affaires, donc effectivement, il a un vernis technique, mais néanmoins, il n'a pas la connaissance et le niveau d'un ingénieur. Néanmoins, il va pouvoir être accompagné sur des rendez-vous, quand on va parler un peu plus technique, d'avant-vente, on appelle ça. Eux, c'est plutôt des profils ingénieurs, mais qui vont venir en complément finalement pour pouvoir donner une crédibilité technique
et pouvoir rentrer peut-être plus en profondeur sur l'aspect configuration, architecture de la solution. Voilà, c'est pour ça qu'on ne vous demande pas non plus d'être des experts. Il faut quand même bien enfin, entre guillemets, on vous demande d'être des experts de votre domaine, mais on ne vous demande pas, encore une fois, d'être complètement dans la partie technique, trop approfondie en tout cas. En fait, c'est pourquoi est-ce qu'on nous forme justement à ça? C'est qu'on ne va pas nous demander, et justement, on n'a pas une formation qui est centrée technique. On ne nous demande pas de concevoir un produit, quel que soit l'aspect des hautes technologies dans lequel on est. On ne demande pas de concevoir, mais de comprendre et d'être capable de creuser le sujet. Et c'est ce vernissage exactement, c'est ce vernissage qui va être intéressant pour aller justement en profondeur chez le prospect, chez le client. Ok. Bah écoutez, j'espère que de toute façon, on va tout au long de cette présentation évoquer à nouveau ces sujets. On va enchaîner effectivement sur la partie suivante qui consiste à évoquer un petit peu l'origine de ces projets pour chacun d'entre nous et vous donner en fait au travers de notre... Parce qu'en fait, comme on vous le disait tout à l'heure, l'origine du métier de commercial, notamment par rapport à, on va dire, l'histoire en France, la culture, j'ai envie de dire, et les mœurs, on a formé très souvent des commerciaux parce qu'ils étaient guidés dans la grande distribution, dans le commerce de masse, le commerce grand public, B2C, l'univers du retail, voilà, tout ce que en fait les foyers peuvent toucher en allant faire leur... Et d'ailleurs, très souvent, toutes les semaines, quand je fais les concours BTS, j'ai 30 à 40% des élèves de la promo qui me disent je veux aller dans l'automobile, dans l'immobilier, voilà, classique, parce que c'est la vision qu'ils ont à 18-20 ans et c'est tout à fait légitime. Et c'est en train de changer. Ouais. C'est en train de changer. Et alors voilà, au travers de nos origines, messieurs, c'est comment avons-nous effectivement trouvé notre voie petit à petit jusque dans le B2B déjà, et dans le B2B, dans les environnements. Et dans la vente, je dirais, au sens large, en fait. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que je pense qu'il y a aussi un cliché sur, tu parlais Hugo tout à l'heure, sur le vendeur de canapés, de tapis, etc. Tous ceux que vous avez pu croiser sur des foires ou des salons, c'est ce que vous avez pu percevoir. Mais en fait, on dissocie mal aussi, j'ai remarqué en post-bac, le vendeur, enfin la fonction de la vente d'une entreprise, fonction commerce, justement, au sens large. D'ailleurs, Eurydice fait partie de cette grande famille, des écoles de commerce, mais avec quand même, il faut le dire, notre spécialité, c'est la vente. Donc, on forme des commerciaux et nous sommes vraiment une école de vente. Donc, c'est en ça qu'on se définit comme expert. Et moi, personnellement, justement, si je me permets de commencer par mes origines à moi, justement, issu d'un milieu de commerçants, artisans, dans l'automobile en plus, j'avais effectivement cet ADN où j'ai été un petit peu éduqué à rencontrer les clients. Comme je dis aux élèves, je n'allais pas le mercredi ou le samedi au foot. Moi, j'étais plutôt au charbon à découvrir ce métier relationnel. Donc, j'avais cet ADN-là. Mais pour autant, de par la connaissance dans l'environnement de mes parents, je n'avais pas du tout cette explication sur l'envers du décor du B2B, en fait. Puisque... on vendait des véhicules qui étaient manufacturés pour ce qu'ils étaient, on les consommait pour ce qu'ils étaient, tout comme les services associés. Mais en fait, quand justement, prenons l'exemple de l'automobile, moi dans mon cas, je savais qu'il y avait une chaîne de sous-traitants, de fournisseurs, mais je n'avais pas du tout la vision justement du business qui se cachait derrière tout ça. Et aujourd'hui, l'automobile justement est un des secteurs concernés par les hautes technologies, c'est ça qui est fabuleux, 30 ans après. Et donc du coup, j'ai dû, comme ce que je peux vous conseiller, moi, de par mes origines, aller chercher l'information constamment. Vous êtes la génération effectivement digitale native. Ceux qui nous écoutent, je pense, donc forcément, c'est beaucoup plus simple au quotidien, comme pour ce mardi live, d'aller chercher des informations que vous pouvez obtenir très facilement. Moi, à l'époque, je sais que j'ai dû quitter ma campagne pour aller sur Lyon, faire des études supérieures et justement faire des belles rencontres. Alors, j'avais fait une belle rencontre dans ma famille, mon oncle qui m'a donné cette passion pour l'informatique. Donc, j'avais le côté commerce avec l'automobile, j'avais le côté passion pour l'informatique et les nouvelles technologies. Donc on appelait ça les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On les appelle les TIC aujourd'hui, que vous avez effectivement, je pense, dans vos formations. Une belle rencontre, passion pour cet univers. Et comme beaucoup d'étudiants, j'ai choisi, moi, à l'époque, aujourd'hui ça devient la voie de la réussite et j'en suis très fier. Moi qui sortais d'un parcours scolaire en difficulté parce que j'étais
confronté depuis mon adolescence à un métier d'homme, production, voilà, et peu scolaire dans l'approche, au sens théorique du terme. J'ai trouvé mon bonheur dans l'apprentissage aussi en BTS, comme toi Hugo, je pense que tu nous en parleras après, dans l'automobile au début, et donc ne connaissant pas encore les possibilités du commerce B2B dans l'informatique et les hautes technologies à l'époque, c'est sur un salon que j'ai découvert Euridis, salon d'étudiants de Lyon, je me rappelle bien, et donc c'est là où j'ai commencé à comprendre l'envers du décor, parce que voilà, hein, encore une fois, l'informatique était un bien de consommation dès la fin des années 90, Internet, le e-commerce, mais encore une fois, l'envers du décor, de proposer des solutions aux entreprises pour qu'elles existent. Ça, je l'ai découvert justement en rencontrant les bonnes personnes et en étant coaché, accompagné par une école spécialisée. Et donc, je suis très fier aujourd'hui d'être revenu chez Euridis, hein, dans mon parcours. Je suis vraiment un des élèves des premières promotions et de l'époque où c'était encore justement informatique basculée en numérique. Hein. Moi, j'ai fait la promotion 2008. Et c'est que dans les années 2010 où on est passé avec cette transformation digitale dans les hautes technologies. Et ça, à la vingtaine, j'ai eu un déclic. Voilà, la maturité, la compréhension du monde de l'entreprise grâce à l'apprentissage, grâce à cette formation, et tout s'est éclairé. Et là, je me suis épanoui dans cet univers et je suis tombé totalement par hasard dans le milieu de la formation, puisque beaucoup ne le savent pas aujourd'hui. Quand on fait ce métier, en fait, on peut aller travailler dans du commerce B2B, bien évidemment, dans l'univers technologique, on l'a dit, mais en fait, on peut aller aussi bien vendre de l'ingénierie, de la conception, comme dans d'autres univers, hein, de l'industrie ou du bâtiment, du génie civil, de l'énergie. Les hautes technologies, c'est ça, en fait. Et moi, je me suis, dès le départ, en alternance, focalisé sur la formation professionnelle. Mon entreprise formait effectivement des ingénieurs réseau et des développeurs à toujours être à la page pour la programmation, pour mettre en place les systèmes informatiques. Et j'ai eu la chance de créer une école informatique en sortant d'Euridis à Lyon. 12 années effectivement de développement, une école que je remercie aujourd'hui pour tout ce qu'elle m'a apporté. Et donc du coup, je suis tombé amoureux de l'univers des étudiants pour ce côté professionnel, apporter une vraie plus-value, métier. Et donc j'ai placé pendant une dizaine d'années effectivement des apprentis dans l'univers tech pour le coup. Et comme beaucoup d'euridiciens le font aujourd'hui dans des cabinets de recrutement spécialisés et dans un grand acteur des entreprises partenaires d'Euridis qu'on appelle les ESN, les entreprises du service numérique. Où on fait ce métier-là, où l'offre et la solution qu'on vend à notre client, en fait, c'est de la ressource humaine, c'est de la matière grise. On crée notre offre comme vous avez créé votre offre dans vos parcours, plus hardware, plus software. Moi, pour le coup, c'était sur le côté humain. Donc voilà mon parcours aujourd'hui. Et quand Euridis, depuis 2015, notre directrice générale, Perrine Puberl, a lancé une dynamique suite à ce bouleversement des hautes technologies. Le diplôme ingénieur d'affaires a été certifié par le ministère en tant qu'ingénieur d'affaires dans l'environnement haute technologie. Ça a été une vraie accélération. Et c'était déjà un métier en tension, en pénurie quand on s'était focalisé sur l'IT. Mais aujourd'hui, avec la transformation digitale, c'est un métier qui explose, où on ne forme pas assez. Malheureusement, on ne va pas se plaindre. Hein, nous, il y a une pénurie, effectivement. Il y a une pénurie et donc du coup, on a ouvert des campus au national sur l'ensemble des métropoles où il y a de la tech. Elles sont labellisées French Tech, hein, vous pouvez les retrouver. Hein, on a effectivement 7 villes aujourd'hui et donc du coup très fier d'être revenu aux origines où je retrouve mon ADN de commercial avec des étudiants dans cette fibre et toujours garder cet aspect avec des entreprises partenaires en B2B de la tech. Donc voilà un petit peu comment moi je me suis retrouvé dans cet univers où je suis sur le même métier qu'un cabinet de recrutement spécialisé. Tout à fait. Pour rejoindre la question d'un participant tout à l'heure, c'est comme ça qu'on vous accompagne vers l'apprentissage en mettant en pratique au sein de nos campus en fait, ce savoir-faire pour vous accompagner dans le monde de l'entreprise comme ceux qui se spécialiseront dans le recrutement d'ingénieurs. Voilà mon parcours et très heureux encore une fois de le partager avec des personnes de valeur. Très bien.
j'ai un parcours, en tout cas ce qui m'a motivé effectivement, moi je dirais, à me lancer effectivement, il y a quelques similitudes avec les tiennes, parce que moi aussi je viens d'une famille de commerçants, d'entrepreneurs. Alors moi, un peu plus malgré tout en B2B, parce que voilà, j'ai toute ma famille finalement qui faisait ce métier-là, donc il y avait du B2C, du B2B. Et c'est vrai que naturellement, pour moi aussi, j'ai évolué vers ça, parce que j'étais déjà impliqué, je les aidais, voilà, très jeune, j'étais déjà dans ce milieu-là, j'ai baigné vraiment dedans. Et ça s'est fait naturellement. Et il y a des choses aussi qui me plaisaient aussi, parce que en fait, moi, j'ai toujours aimé le sport, la compétition, et il y avait des similitudes malgré tout entre le sport et le métier de commercial, le fait de se challenger en permanence, le fait de savoir être endurant, le fait d'être tout le temps en compétition, même si c'est une compétition saine, pour atteindre ses objectifs, pour aussi chercher à être toujours un peu malgré tout le meilleur. Et voilà, donc ça c'était un élément aussi qui m'a attiré. C'est très fort dans le B2B, effectivement. Complètement, beaucoup ouais, plus. ouais, complètement. Et aussi, ce qui m'a aussi attiré vers ça, c'est que j'ai eu moi un parcours un peu chaotique, je dirais, au collège, parce que j'ai eu des gros problèmes de santé et que finalement, je me suis retrouvé dans la vente très jeune, en alternance aussi, mais j'ai commencé, je dirais, en bas de l'échelle, où j'ai fait un BEP, un bac pro, un BTS. Et j'ai été embauché par un opérateur. J'ai été donc vendeur en B2C. J'ai été responsable de boutique. J'ai été ingénieur commercial. Et à 35 ans, j'ai décidé de reprendre mes études pour enrichir cette expérience-là. Et j'ai repris mes études chez Eurydice en formation adulte. Et maintenant, aujourd'hui, je donne des cours chez Eurydice et je suis ravi de pouvoir transmettre justement mon expérience et tout ce que j'ai pu voir pendant ces années, ces 20 ans d'expérience professionnelle, de le partager aujourd'hui avec ces jeunes, c'est un vrai plaisir. J'ai accompagné notamment Hugo l'année dernière et un petit peu aussi cette année, mais voilà, c'est pour moi un réel plaisir, une belle récompense, je dirais. Bon, on est ravis aussi de recevoir ton expérience à ce sujet. Et expertise. Ah, clairement. Donc j'interviens, pour rebondir sur une dernière chose, j'interviens sur justement ma double compétence, aussi bien commerciale que technique, parce que j'ai du coup développé en tant qu'ingénieur d'affaires cette expertise technique plutôt dans les télécoms et aussi sur la partie infrastructure. Moi, comme je l'ai un peu dit au début, j'ai grandi avec cette vision B2C. J'avais envie de rajouter justement pourquoi est-ce qu'on a cette vision-là en tant que jeune. C'est la première chose que j'ai vue moi. En fait, c'est simplement que justement le B2B, donc la vente à destination des professionnels, c'est leur cible. Et nous, particuliers, on n'est pas leur cible. Donc forcément, ce n'est pas la première image qu'on a d'eux. Donc j'ai grandi avec cette image-là. C'est assez rigolo d'ailleurs, puisque les personnes qui étaient proches de moi ne me décrivaient pas qu'avec un relationnel important. J'ai fait des études dans le technique, justement, dans l'informatique, auquel j'ai pas du tout accroché, justement. Et je pense que c'est à ce moment-là où mon côté relationnel s'est éveillé en moi. Et c'est encore plus développé, je pense, dans mon BTS technico-commercial, où j'ai fait un stage du coup à la SFIC qui était fabuleux, puisque je suis allé bien plus loin que juste les critères du stage et les 14 semaines qu'on devait faire. Ils ont vraiment eu une volonté, je pense, de m'apprendre et de m'apporter quelque chose. Donc ça a été un très gros retour d'expérience pour moi. Et donc du coup, c'était une opportunité d'embauche que j'avais eue à la suite de ça. Et c'était là un peu le tournant de mon CV, de mon parcours de formation, où soit je partais travailler dans le monde du travail, ou en accompagnant un ami à un salon, où j'ai découvert Eurydice et je me suis dit pourquoi pas en alternance. Moi aussi, c'est un salon, ouais. Ouais, exactement. Donc pourquoi pas en alternance, justement, j'avais besoin de ce côté pro. Salon de l'apprentissage, De effectivement, l'apprentissage. très beau salon que je recommande effectivement. Parce que justement, j'ai jamais eu le feeling aussi, moi, avec ce milieu scolaire. Et ça, c'est vraiment un gros plus, je trouve, en tout cas pour moi, cette mise en pratique vraiment concrète. On est beaucoup plus de temps en entreprise qu'à l'école, en formation. Et ça, c'est assez agréable. Ouais. Donc 21 ans, et Ouais, donc déjà, tu es sur ta troisième… Première année de master. Master 1. Non, Ouais. pardon, en termes, tu as déjà une
une expérience en entreprise Ouais. assez conséquente en fait du coup. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette réforme de l'apprentissage, c'est qu'on remet au premier plan cette méthode de formation pour des métiers qui sont justement les plus en phase d'être une voie de réussite. Moi, j'ai souvent travaillé, même à partir de mes 17 ans ou 16 ans, il me semble. Ouais, Bon, c'était par des petits boulots, pas vraiment un métier que je voulais faire. Et justement, ma première expérience métier qui m'était destiné, ce vers quoi je me dirigeais en tout cas, ça a été une première étape en BTS et vraiment le métier ou ce vers quoi je me dirige avec cette première étape de bachelor. Pardon, vas-y, je t'en prie Nicolas. Quelles sont pour toi en fait, les qualités nécessaires aujourd'hui pour devenir ingénieur d'affaires justement? C'est en lien avec ce qu'on disait un peu au début. Je pense que la qualité numéro un, c'est clairement l'écoute et peut-être même la communication. On doit arriver à obtenir pas obtenir, c'est un mauvais terme, mais avoir des informations pour comprendre le client et lui proposer justement quelque chose. On doit créer un climat de confiance et d'échange. C'est primordial, je pense. Et après, au-delà de ça, il y a plein d'autres compétences qu'on va développer, que ce soit le relationnel, compétences techniques ou même l'humilité. Ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose de super important aussi également. Ouais. On va dire, pas prendre la grosse tête parce que on réalise de belles choses, mais on a toujours, en tout cas moi c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, on a toujours à apprendre clairement, puisqu'on a affaire à de l'humain. Ouais, tout à fait. Tous nos interlocuteurs, quoi qu'il arrive, même s'ils ont des similitudes, seront toujours un peu différents. Et ça, je trouve ça fabuleux. Moi, c'est quelque chose que j'adore, en tout cas, dans mon métier. Après, pour moi, en tout cas sur les qualités nécessaires, il n'y a pas de profil type, c'est-à-dire Non, qu'il y a clairement pas. des gens qui vont être plutôt réservés, il y a des gens qui sont vraiment fait. Ouais. mobiles, qui vont malgré tout, quoi qu'il arrive, qui vont réussir. Après, il y a quand même, je dirais, des qualités qu'il faut en tout cas développer, c'est effectivement de la rigueur, ça c'est vraiment primordial dans notre Tout à fait. métier. C'est justement, on va apprendre à développer ce côté expert métier, ça c'est... C'est vrai que c'est important de le dire à nos auditeurs, on ne recherche pas forcément des vendeurs en fait. On peut avoir des vendeurs qui basculent pour devenir effectivement business developer, ingénieur d'affaires, ces métiers de référence sur lesquels on forme, mais c'est pas dans l'ADN initial, c'est pas une obligation, c'est plutôt, comme tu le disais, des qualités. On cherche des personnes en fait qui ont ce potentiel pour ce métier Et qui ont envie d'en savoir plus. et qui ont envie de performer dans ces environnements-là. Et donc, c'est vraiment un recrutement au potentiel. Et votre vision côté étudiant, justement, nous, je sais qu'on met en place un parcours de formation qui fait qu'en troisième année, si on n'a pas forcément fait un BTS vente, on peut s'adapter justement. Comment tu l'as ressenti? Toi, tu avais eu un BTS vente, mais par rapport à tes camarades, qu'est-ce qui fait justement prendre la mayonnaise, entre guillemets, au travers de ces qualités, puisque tu es au début de ce métier et tu vois autour de toi des personnes qui venaient dans des environnements autres et qui sont venus chercher un métier où on cherche finalement des gens bien câblés, des gens intelligents et qui ont envie d'apporter, comme on le disait tout à l'heure, le médecin conseil, qui ont envie d'apporter aux entreprises des solutions au travers de ce qui fonde notre économie de demain, c'est-à-dire les hautes technologies. Justement, avec du recul, à mon arrivée à Eurydice en Bac+3, là, aujourd'hui, avec du recul, je ne me considérais pas du tout comme justement un vendeur. Je ne faisais pas de la vente, du moins, je ne savais pas encore le faire. Le plus quand même qu'on a et que j'ai eu par mon BTS, j'étais plus dans le suivi et je suivais le client qui arrivait à l'agence et il venait pour quelque chose, il avait quelque chose. Voilà. Ça peut être assimilé à de la vente, mais en tout cas aujourd'hui, c'est plus ça la vente. En tout cas, dans nos métiers, là, ce qu'on fait, c'est plus ça du tout. On est très loin de ça. Et pourtant, je ne me considérais pas du tout là-dedans avec du recul. Ce qui a fait le plus, peut-être, c'est que cette expérience de stage m'a donné une première image de ce que je voulais faire, m'a confirmé dans ma voie, dans mon choix, tout en sachant que je ne voulais pas faire ça de ma vie. En tout cas, je voulais aller bien plus loin. Et même aujourd'hui, on fera le lien peut-être tout à l'heure, j'ai toujours l'ambition, j'ai envie de dire, de continuer mon évolution dans les métiers de la vente. C'est marrant parce que le commercial, on l'associe souvent à quelqu'un qui va parler beaucoup, qui va être vraiment dans la démonstration, alors qu'effectivement aujourd'hui on est plus effectivement comme tu disais dans l'écoute, dans la capacité à créer aussi des relations avec nos interlocuteurs, dans ce côté relationnel qui est vraiment très très important. Et pour ça, moi je dirais qu'une des qualités aussi,
c'est l'humain. C'est aujourd'hui l'humain, le fait de s'intéresser à ses interlocuteurs, d'être aussi soi-même et d'être curieux vis-à-vis de l'autre, c'est vraiment une qualité qui est essentielle, au-delà effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de l'organisation et de la rigueur que doit avoir un commercial, un ingénieur d'affaires. On a effectivement des personnalités au final différentes, mais qui se rejoignent tous. Tu le vois, je pense, dans ta classe, dans tes camarades qui se rejoignent dans les qualités humaines qu'on a évoquées tout à l'heure, le challenge, l'envie d'apporter des solutions au travers de ce que vous venez d'évoquer, l'envie effectivement de développer quand même du business, bien évidemment, pour son entreprise, mais dans un esprit où notre client est au centre de l'attention pour qu'en fait notre entreprise se développe en accompagnement sur la durée, ses partenaires. Et c'est ça en fait le point fort. Donc après, en termes de personnalité, il faut, on en parlera après, c'est prévu dans notre présentation, c'est le métier d'ingénieur d'affaires. Il y a ce fameux cycle de vente que vous avez évoqué tout à l'heure par rapport à ces différentes étapes. Mais en fait, il y a plein d'évolutions possibles. C'est une des questions de nos auditeurs. Il y en a plein d'évolutions et en fonction de votre tempérament, de votre personnalité, certains vont justement aller se démarquer en devenant, pour nos Bac+5, faut le savoir, ils deviennent tous des managers de la fonction commerciale. Certains vont avoir cette envie-là et de trouver cet équilibre en fait au final entre le terrain et entre les compétences transverses du métier de la fonction commerciale. Comment tu le perçois toi justement aujourd'hui, ça Hugo tu te cherches peut-être encore sur ton projet professionnel Non, je l'ai bien en tête. J'ai une ambition, comme je disais, et l'envie en tout cas d'évoluer dans ce métier. Je ne pense pas avoir vocation à rester en tant qu'ingénieur d'affaires justement tout le reste de ma carrière. J'ai envie d'évoluer sur ce qui est peut-être un peu plus du management ou du directeur commercial, voire directeur de business unit, ce qui est totalement possible. Il y a aussi comme tu m'en parlais il n'y a pas longtemps, l'aspect commercial grand compte. Après, j'ai quand même, et c'est en lien aussi avec les qualités, j'ai une vision et une mentalité, je pense, un peu d'entrepreneur. Et c'est quelque chose qui se perd en tout cas aujourd'hui dans le monde du salariat, de l'entreprise. Cette implication, puisque notre métier, clairement, on est en implication directe avec les objectifs de la société dans laquelle on est. Et on est impliqué dans toutes ces problématiques aussi en soi. Oui, tout à fait. Et moi, c'est quelque chose qui me fait écho, en tout cas, puisque j'ai envie, en tout cas, un jour, de créer mon projet, de le faire grandir. Propre structure. Ouais, c'est quelque chose qui me fait bien envie. Et entreprendre, ce qui est de plus en plus, déjà de cette génération qui, avec beaucoup plus d'ouverture dans le monde d'aujourd'hui qui le permet, mais dans l'ADN effectivement de nos eurodiciens, d'ailleurs c'est prévu, l'entrepreneuriat, le business plan, tous ces cours à valeur ajoutée dans le master sont prévus parce qu'on sait qu'on aura une part importante de créateurs de start-up. On l'a commencé même d'ailleurs. On n'a pas parlé justement dans notre écosystème, il y a aussi beaucoup de start-up, en fait, c'est ça. C'est là où je suis d'ailleurs, dans une start-up. Ouais. Donc Nicolas, toi, ta projection, comme parallèle à Hugo, qui lui est en cours d'apprentissage, toi qui as fait plus de 10 ans dans le B2B, dans les hautes technologies, quelles ont été tes ambitions à la sortie d'études? Je sais que tu as eu la reprise, comme tu l'as dit, donc, de Euridis en formation pour adultes, qui aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez fort, puisqu'on l'a mis au centre aussi des intérêts du groupe Eureka Éducation, c'est d'accompagner la réforme de la formation professionnelle au sens large. Donc tous ceux qui peuvent nous écouter ou sont motivés en tout cas par un projet d'évolution professionnelle, de réorientation, de spécialisation, sont les bienvenus sur les bancs de la formation accompagnés par ces euridiciens qui eux sont en apprentissage. Donc toi, ça a été ton cas. Comment tu as vécu et justement pour aller chercher quel type d'évolution? Moi, je dirais que, de toute façon, les possibilités sont vraiment très très larges. Moi, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai été ingénieur d'affaires. J'ai voulu évoluer vers du management, donc j'ai été chef des ventes, toujours dans mon domaine d'expertise, donc dans le monde des télécoms. Et aujourd'hui, donc, je fais de la formation et je suis aussi auto-entrepreneur d'une certaine manière, parce que je fais aussi des prestations en parallèle de mon activité de formation.
Mais effectivement, à terme, ma carrière n'est pas finie. J'ai encore un long chemin à parcourir et à terme, effectivement, j'ai un peu la même ambition que Hugo, c'est de monter mon propre projet. Alors pour l'instant, il n'est pas complètement abouti, j'ai quelques idées, mais j'en parlerai plus longuement quand ce Bien sera sûr. plus avancé. Mais voilà, donc ça reste une ambition et Vous je pouvez pense nous que- suivre sur LinkedIn, hein, sur la plateforme. Ouais, tout à fait. Exactement. Les euridiciens sont connectés, c'est l'avantage. On est les premiers, les commerciaux, le monde de la tech. C'est vrai que ces réseaux sociaux professionnels sont un espace pour nous retrouver et échanger. N'hésitez pas, hein, pour nos auditeurs. Hein, on prend du temps, hein, tout comme en fait au final tu le fais aujourd'hui Hugo, nous on l'a fait au travers de revenir dans l'école qui nous a formés. Exactement. On aime prendre du temps à accompagner et à rendre ce qu'on nous a donné au final. Ce que vous vous posez comme question, comment se renseigner sur le secteur des hautes technologies, j'avais la question tout à l'heure, c'est au travers de rencontres, il faut oser en fait. Hein. Moi j'ai envie de dire aussi que dans les qualités, oser aller chercher les informations, oser aller communiquer, oser aller rentrer en contact avec des personnes, des entreprises. C'est ça en fait qui différencie. J'ai beaucoup d'employeurs qui me disent, voilà, les jeunes d'aujourd'hui, on les envoie leur CV, mais en fait, tous ceux qui se démarquent, tous ceux qu'on voit sur nos bancs et qui ont poussé des portes, qui ont pris le téléphone, voilà, ça fait partie des qualités essentielles en fait, hein, pour être acteur, être moteur. Donc voilà moi, comment je pourrais compléter et pour se renseigner sur le secteur des hautes technologies, vous avez de nombreux sites spécialisés. Alors, Nicolas, tu le disais tout à l'heure, on a 3 volets d'entreprises qui nous concernent. On a l'univers historique de l'IT, hein, le monde Information Technology en anglais. On pourrait coupler à cela, il y a celui donc, des TIC, des technologies de l'information et de la communication, qui est un secteur très fort en France. Il faut savoir qu'on est quand même un pays où on a beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées. On n'a pas de GAFAM au sens connu du grand public, puisqu'en fait tous nos acteurs du B2B de la tech française qui sont présents à l'international sont souvent sur les podiums mondiaux de ce type d'entreprise, que vous retrouvez pour certaines au CAC 40, donc sont friandes de cet univers-là, d'euridiciens qui en demandent beaucoup, mais c'est greffé à cela. Donc là, vous pouvez vous renseigner bien évidemment sur la fédération Syntec, Talent du numérique, qui va vous donner beaucoup d'informations sur l'univers des entreprises du service numérique. Et on a depuis une dizaine d'années maintenant un virage qui s'est opéré, où Euridis a basculé haute technologie au sens large, puisque la transition digitale, le numérique a fait que tous les pans de l'économie et de notre société de production sont en train de se tourner vers ce secteur et l'apport de ce secteur dans leurs solutions, même pour le grand public justement, et pas qu'au travers d'Internet, ce qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec le secteur industriel, donc qui va connaître un nouvel essor, tout le monde le souhaite, mais on y croit vraiment. Tu parlais tout à l'heure d'Industrie 4.0, il y a encore un long parcours, mais c'est en transition. C'est en marche. C'est en marche. Vous pouvez vous renseigner sur le secteur des hautes technologies aussi, sur les différents sites de vos régions en fait, hein, tout dépend effectivement. Oui, puis peut-être plus simplement en venant à notre rencontre, aussi bien chez Icademy que chez Euridis, aussi bien, comme on le disait tout à l'heure, en prenant contact avec nous, parce qu'en fait le réseau aujourd'hui c'est quelque chose qui est très très important, et nous on se fera un plaisir, enfin en tout cas pour ma part je me ferai un plaisir de vous partager un peu ma vision et ma connaissance du secteur, donc pour vous donner un peu plus de matière, mais donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous consulter, et voilà. Donc, je pense que ça également, c'est aussi une bonne approche, et nous on prend plaisir en tout cas à partager justement les choses et à vous accompagner. Documenter en amont, hein, ce dont vous êtes certainement en train de faire. Et puis après, pendant, je pense qu'Hugo, tu pourras rebondir, tout va très vite avec les formations et le réseau, en fait, le networking qui se passe au travers de vos camarades, au travers de vos collègues d'entreprise. Et en parallèle sur les réseaux, puisque vous êtes en prospection continue pour vous-même et votre entreprise, ce qui fait qu'on a une veille qui se fait nativement en fait, et en fait tout repose sur l'intérêt initial que vous portez à cet environnement. Déjà, une première chose, parce que là on parlait de LinkedIn tout à l'heure, déjà si vous n'êtes pas connecté, je vous invite à créer un compte et à on fait de la pub pour Microsoft, hein, du coup, indirectement. Développer votre réseau, c'est le réseau social malgré tout numéro 1 pour les entreprises.
Et là, plus vous développerez votre réseau, plus vous aurez des informations pour vous renseigner sur les actualités, sur justement le secteur des hautes technologies. Après, bien sûr, tout dépendra comment vous allez constituer votre réseau, mais si vous avez des acteurs de ce réseau-là, vous aurez beaucoup d'informations. Et ça, c'est une source vraiment très très intéressante pour vous cultiver dans ce domaine-là et pour enrichir en fait votre réflexion. Ça, justement, le réseau, c'est quelque chose qu'on sous-estime ou du moins qu'on ne touche pas directement. Moi, je sais que c'était mon cas. J'avais entendu réseau Redis, mais à première vue, on ne le voit pas directement. Par contre, on le voit en le vivant. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez puissant, clairement. Ouais, il y a un effet waouh, effectivement. Ouais. 30 ans d'histoire. 30 ans d'histoire, donc forcément, on commence à laisser une trace d'euridiciens qui se montrent en plus sur ces réseaux-là et donc qui fait que vous pouvez, justement, pour obtenir ces informations, n'hésitez pas, ils seront tous très souvent comme nous bienveillants et à donner ce qu'ils ont pu avoir par le passé. Moi, dernier conseil aussi que je peux vous donner sur le côté pour trouver des informations sur le secteur des hautes technologies, c'est le troisième levier. Je parlais donc des entreprises informatiques, IT, TIC, donc ESN, les industries aujourd'hui, et en fait donc les startups, tu l'as évoqué Nicolas, donc cet environnement où la France effectivement a une très très grosse dynamique. L'État français a investi beaucoup, notamment au travers justement, on peut en faire la pub, hein, c'est le projet de la French Tech qui se retrouve dans chaque région de France avec des... Il y a beaucoup d'incubateurs aussi, beaucoup de structures qui vont accompagner des gens qui ont des projets plutôt innovants et pour pouvoir leur permettre de développer leurs solutions, de créer un business model et puis après à terme de le commercialiser. Donc pour ça il faut des experts et du coup les incubateurs vont donner cette expertise et vont amener des experts dans chaque domaine. Et c'est vraiment une force qu'on a en France, je dirais, de pouvoir capitaliser sur ce genre de structure et pour pouvoir après développer ce grand nombre de startups qu'on a en France. Ouais, tout à fait. Donc voilà un petit peu les trois horizons. Mais après, voilà, tout secteur, les hautes technologies, comme je disais tout à l'heure, vont se retrouver. Ces mêmes startups innovent pour des secteurs totalement différents. Hein. Vous pouvez regarder entre le e-commerce, hein, les licornes que sont devenus effectivement les Blablacar, les ventes privées, etc. Voilà, vous avez des startups dans l'énergie, des startups dans la cybersécurité, etc. C'est très très vaste. Donc voilà, la French... On a même des, pardon, excuse-moi de t'avoir coupé, mais on a même des jeunes euridiciens qui ont créé leur propre start-up. Je pense à Raphaël, je pense à Evan. Voilà, c'était justement ce que je voulais vous évoquer. Vous faites sans transition la suite. Je voulais vous raconter l'histoire d'un euridicien qui réussit, mais au final, je n'ai pas pu en choisir une. Ouais. Ne serait-ce que dans mon propre entourage, de ma formation et de ce que je vis en tant que directeur d'école aujourd'hui. Ça va très vite et je peux vous donner plutôt très rapidement quelques exemples pour vous donner un peu le champ des possibles et qui arrivaient tous en formation en Bac+3 ou en Bac+4 puisqu'on fait une intégration effectivement soit post-BTS, DUT, soit post-licence en master spécialisé. Donc ces personnes rentrent dans une histoire où le temps tourne très vite et on fait des choix en fonction des rencontres et de cette veille que vous allez effectuer. Moi, je pense notamment déjà un petit clin d'œil à mon premier euridicien de 2019 à l'ouverture du campus, qui m'a appelé il y a 15 jours, qui s'appelle Adrien aussi, et donc qui a fait dans les télécoms son apprentissage chez Orange et qui voulait absolument travailler au-delà des télécoms pour Orange, quoi. Très attaché à l'identité et à ce projet. Et en fait, comme beaucoup d'entre eux, 80% sont démarchés avant même le diplôme. Sur les réseaux, hein, avant même d'avoir entamé la dernière année de formation des fois. Sauf que lui, il savait exactement qu'il voulait rester dans cette entreprise et il a voulu obtenir une place à plein temps en ingénieur d'affaires, grand compte, justement, chez Orange, et il l'a décroché à Toulouse il y a 15 jours. Il m'a appelé, donc je le félicite parce que c'est la première pierre du campus Aixois et ça montre avec la détermination, un projet précis qu'on peut arriver à ses fins puisqu'il a obtenu ce poste face à des personnes plus confirmées que lui, quoi. C'est ça qui est fou en fait, hein.
être convaincu, être persévérant, voilà, pour rejoindre les qualités. Je pense aussi à des personnes que j'ai rencontrées, moi, historiquement, sur le campus de Lyon, bien évidemment. Sur les bancs de l'école, moi, je pense à Pierre, 2008, qui est rentré peu de temps après son diplôme chez Lydia, une start-up française qui devient effectivement incontournable depuis ces dernières années. Il est rentré au tout début, il a 8 ans d'histoire chez Lydia, qui est un petit peu le PayPal français pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, du coup, il est devenu directeur commercial. Il est rentré, ils étaient 8 salariés, ils sont 250. Il manage une équipe de 80 commerciaux, si je ne m'abuse. Donc voilà, un Euridicien en start-up, des entrepreneurs comme tu l'évoquais, avec des Lyonnais qu'on côtoie effectivement. Evan, je vais lui faire un petit buzz pour Buildy, qui fait le dernier kilomètre pour le monde des chantiers, des travaux, où il apporte un petit peu comme Uber Eats pour le repas. Lui, il apporte l'outil qui manque sur un chantier. Donc bravo à lui qui a lancé ce projet. Je pense effectivement aussi à l'international avec Daisy, effectivement, qui était sur le campus lyonnais, qui est chez Salesforce, qui est account executive, haute responsabilité, et qui vend justement pour le marché français le logiciel numéro 1 des commerciaux dans le monde, Salesforce. Je pense, il y en aurait tellement, Business Developer Manager à Ludovic qui, quand je l'ai croisé à Lyon à l'époque, me disait effectivement, moi j'aurais jamais pu me payer une école de commerce, et grâce à Euridis et à l'apprentissage, non seulement j'ai découvert un métier en fort développement et avec de belles carrières très bien valorisées en fait, faut le dire, et qui me dit quand je rentre effectivement au quartier, je pensais pas réussir, et j'encourage tous les jeunes, moi en fait, qui ont cette envie du potentiel à se donner les moyens, parce que l'apprentissage, c'est quand même aussi une des belles réussites en France de notre modèle. Il faut le souligner aussi quand c'est le cas, et vous pouvez faire un bac+5, un diplôme à haute valeur ajoutée, et financer des études qui coûtent cher, parce que enseigner par des professionnels et réussir avec des moyens modestes, mais par la détermination, le projet pro, le talent, la motivation. Il y a un point qu'on n'a pas évoqué, ça me fait penser à quelque chose. On n'a pas parlé d'une autre chose qui est intéressante dans notre secteur. On parlait du fait qu'il y ait une pénurie, du coup on trouve facilement un emploi, mais il y a aussi le fait que c'est un secteur qui va plutôt bien payer. Tu parlais de Daisy qui est parti chez Salesforce. Toutes ces entreprises-là dans notre secteur, ce sont des entreprises qui sont déjà des très belles références, mais qui vont nous permettre d'avoir des revenus qui sont largement au-dessus de la moyenne en France, et qui sont vraiment très très intéressants, d'ailleurs dès la sortie de Redis en fait, et au fur et à mesure de votre carrière, ça ne fera qu'évoluer. Tout à fait. On parle aujourd'hui à diplomation, donc 6 mois après l'obtention du diplôme, on frôle avec les 50K en sortie d'études. Waouh, moi quand je vois cette évolution, alors attention, c'est une moyenne nationale, avec la région parisienne qui tend à apporter quand même beaucoup de rédiciens et des niveaux de vie beaucoup plus élevés qu'en région. Pour vous donner un ordre d'idée, nous en région sur Aix-Marseille, la première étude qu'on a fait en local, attention, plutôt aux alentours des 42K de salaire annuel à diplomation, donc ce qui est déjà très élevé. Et en plus, un chiffre qu'on vérifie au national, 97% de CDI à la diplomation, ce qui veut dire que les 3% ne sont pas des chômeurs en fait. Les 3% restants, je le dis toujours aux étudiants en question inverse, ce sont justement ces fameux entrepreneurs. C'est ceux qui vont à l'international et qui ne sont pas salariés en France, puisqu'on est sur un diplôme ministère du Travail. Forcément, c'est ce qui compte pour nous, c'est l'employabilité. Donc il n'y a pas de chômage, il y a des niveaux de salaire élevés, il y a une tension. Venez si vous vous retrouvez dans ces explications que l'on donne là actuellement, il faut vraiment pas hésiter, parce que c'est pas prêt de s'arrêter, et ça a tendance justement à répondre un petit peu à ce retard qu'avait la France finalement dans ces métiers.
par rapport à ce qu'on évoquait, où on a beaucoup formé des managers, des dirigeants dans la fonction commerce, hein, je parle des marketeurs, on a beaucoup formé des commerciaux du B2C, mais dans l'univers tech, sans parler même d'informatique ou d'IT ou de numérique, historiquement, c'est une carence hein, par rapport au poids de nos ingénieurs, d'avoir une force à leur équivalence en face, en fait. Mais même, je dirais, au-delà de l'aspect technique, en général, une école de commerce va vous former à être vraiment très généraliste. Nous, on est spécialisé, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, dans la vente et la négociation. Et ça, c'est quand même aussi une autre particularité. C'est assez rare qu'on forme des gens qui sont aussi opérationnels dès la sortie d'études. Et encore plus dans un secteur bien spécifique. C'est justement, ça rejoint la question qu'on avait tout à l'heure d'un auditeur, on devient opérationnel très très vite. Et ça, je pense qu'Hugo, tu peux nous en parler, parce que toi, il y a encore un an en arrière, c'est qu'on vous forme avec des cours très pointus. Je rappelle, je précise que par rapport à un BTS où vous allez avoir 5-6 profs différents, et encore, on est sur une année de formation Euridis sur 25 intervenants en moyenne, 25 à 30 intervenants sur l'année, tous spécialisés dans leur domaine. Donc on va avoir une transmission et un transfert de compétences. Donc cette brique en fait entre le savoir-être qu'on développe, le savoir qu'on vous donne toujours, mais voilà, qui est focus métier, pour créer cette compétence, le savoir-faire. Comment tu peux leur en parler de ce que tu viens de vivre et ce que tu es en train de mettre en pratique? C'est quelque chose qu'on vit même en alternance, ce que je voulais dire. C'est pas uniquement à la sortie d'études. Et c'est toute la beauté, j'ai envie de dire, peut-être de l'apprentissage. Et je trouve que justement, ce modèle-là est plutôt bien adapté à ce qu'on fait. Concrètement, il n'y a aucune semaine type, en tout cas dans ma formation. Et quelque chose qu'on va voir sur une semaine de formation peut changer la mentalité qu'on avait la veille, la semaine dernière, et justement réadapter les actions qu'on fait au quotidien en entreprise. C'est ça, moi, que je trouve passionnant, c'est que sur, par exemple, un cycle de 5 jours, on voit tout de suite la progression de l'élève, et ça, c'est vraiment hyper intéressant. Moi, en tout cas, je l'ai vraiment ressenti. Donc, la pédagogie inversée, justement, la gamification de vos formations, mise en situation, effectivement, où l'étudiant, l'apprenti devient moteur et participe en fait au cours. Comment tu peux le retranscrire Justement, je trouve que les deux s'imbriquent bien ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Si on avait uniquement du côté pro, mise en pratique directe, on est un peu noyé dans tout ce qu'il y a à faire, on ne sait pas trop où aller, quoi faire, comment. Et justement, c'est compensé par ce qu'on voit en formation à l'école. Et ça permet à chaque fois, c'est en lien aussi avec le sens critique qu'on a de soi-même et l'humilité. Parce qu'on a toujours à apprendre, et j'espère que j'aurai toujours à apprendre dans ce métier-là et à évoluer. C'est ce que je leur dis tous les jours, c'est que nos formateurs, s'ils viennent aussi, c'est pour avoir ce retour du terrain aussi des apprentis. On se nourrit aussi de vos expériences, hein, Nicolas. Tout à fait. C'est très riche pour nous. Hein. On le fait pour donner, effectivement, parce qu'on aime ça, mais on se nourrit de vos retours. Et c'est comme ça qu'on construit nos pédagogies inversées et la gamification, donc de vous challenger dans des situations en formation avant de mettre en pratique en entreprise. Mais les tuteurs sont même embarqués dans l'histoire maintenant sur les blocs de compétences. Ils viennent pendant les soutenances en cours de formation, ne serait-ce que sur effectivement celle que tu as vécue il n'y a pas très longtemps sur la prospection commerciale. Et donc, du coup, ils se rendent compte que c'est une formation qui se transpose du lendemain, quoi, hein, la semaine d'après, en fait. Hein. Exactement. Pour le coup, c'est quelque chose que moi, c'est très rapide. Je ne sais pas si je me considère comme chanceux, mais quelque chose en tout cas que j'apprécie beaucoup, c'est justement cette implication, j'ai envie de dire, des deux parties. Autant du tuteur en entreprise qui s'implique en venant assister justement à ces examens, ces soutenances, et autant nous, ou en tout cas moi, l'implication que j'ai et la volonté de m'impliquer que j'ai au travail. Et donc du coup, en fait, comme dans certains domaines où on consomme les apprentis parce qu'ils ne coûtent pas cher, c'est très rarement le cas dans nos univers
où plutôt l'entreprise se développe au travers de ses apprentis. C'est ça qui est incroyable. C'est un salarié à part entière. C'est un salarié à part entière et ça, c'est une fierté. Moi, c'est ce qui fait aussi que j'aime ce métier, c'est qu'on peut vraiment faire ce métier comme moi en tant que recruteur, au final, un chasseur de talents, de pépites, comme on vous appelle, qu'on va façonner. C'est d'accompagner nos clients et qui vont construire quelque chose avec leur apprenti. Donc, c'est ça, c'est un cas sur deux. 50% reste dans l'entreprise de l'apprentissage et continue de développer l'entreprise ensemble, en fait. Donc, il y avait une question là de oui, Camille pour toi, Nicolas. Pour moi, mais il y en avait une autre de Camille à laquelle j'aimerais bien répondre aussi. Je t'en prie. La question de Camille, c'était si on ne vient pas du commercial, finalement, comment on va pouvoir intégrer une formation telle que le master ou le bachelor chez Euridis. Justement, ça me fait penser à Camille qu'on a dans l'école qui est aujourd'hui en bachelor et qui vient d'un parcours très scientifique, un parcours dans la chimie. Et aujourd'hui, donc elle a décidé de reprendre ses études et c'est une belle surprise, c'est-à-dire qu'elle s'épanouit et nous on s'est épanoui en tout cas à la voir grandir et à la voir vraiment être performante dans ce milieu-là. Oui, parce qu'en fait, je le rappelle, c'est qu'au début de la formation, Bac+3 ou Bac+4, tout dépend si vous allez faire 2 à 3 ans chez Euridis. En fait, on reprend les fondamentaux du commerce B2B. Donc, que vous ayez eu un cursus vente ou pas en amont, c'est pas un prérequis. On recrute au potentiel. Et donc, du coup, vous serez en fait dans une classe, une promo, des promos de moins de 20. C'est ça aussi qui permet d'arriver à ce niveau d'expertise avec les formateurs pour la pédagogie inversée notamment. C'est d'avoir en fait comme un sélectionneur qui constitue son équipe, nous on crée nos classes un petit peu où chaque étudiant apprend les uns des autres, ne vient pas du même univers et vont s'apporter autant au final que la théorie de la formation. Et en tout cas, nous, on vous accompagne comme toute formation professionnelle en fait, de A jusqu'à Z. Donc ce prérequis est obligatoire d'avoir un Bac+2 ou un Bac+3, mais que vous ayez fait effectivement une formation technique, vous le transformerez en une force après, comme presque même une double compétence pour certains. Voilà, donc c'est pas une obligation et c'est souvent de belles histoires. Ouais. Je rebondis donc sur une autre question qui m'était destinée effectivement. C'était donc un futur euridicien qui voulait savoir comment se renseigner sur le secteur des télécoms, comment aujourd'hui faire sa veille technologique. J'aurais tendance à lui conseiller d'aller sur les sites des grands opérateurs pour pouvoir déjà identifier les acteurs ou les acteurs, ou en tout cas les technologies qui sont mises en avant aujourd'hui par ces différents opérateurs. Par exemple, si on parle de fibre optique, si on parle de 5G, voilà, et après de développer en allant sur Internet, on a accès à toutes les informations là, se renseigner en tout cas sur les différentes activités de ces opérateurs qui ne sont plus aujourd'hui des opérateurs simplement de réseau, ne font plus forcément que des télécoms. Je dirais que la passerelle aujourd'hui entre les télécoms et le monde de l'informatique est de plus en plus vraie et de plus en plus présente. Donc il faut faire sa veille grâce à Internet, mais en allant voir justement les grands acteurs, Orange, SFR, Bouygues Télécom, et bien sûr Free qui se lance aujourd'hui sur le marché B2B aussi. C'est plutôt intéressant d'aller voir déjà les sites de tous ces acteurs-là. Et après, il y a des acteurs plus locaux, plus spécialisés. Des ETI, entreprises de taille intermédiaire, des PME, et qui sont très nombreuses. Voilà, qui vont pouvoir enrichir l'offre télécom en France. Donc voilà, vous avez vraiment beaucoup d'informations sur Internet. Néanmoins, encore une fois, je le redis, moi je suis à votre disposition pour échanger, pour vous donner des conseils. Donc je suis Nicolas Nevers, comme la ville, Nevers. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Parce que là, on est dans un format où le temps est réduit, donc je vais essayer de prendre le temps en dehors de ce format-là. On partage ensemble ces dernières questions et ces derniers instants. Il y avait une question effectivement, pourquoi choisir Euridis et cette école, pourquoi est-ce la meilleure? En fait, on ne prétend pas effectivement, en fait tout simplement, on est depuis 30 ans sur un secteur en fait plus on avance dans le temps,
depuis 30 ans. Historiquement, l'informatique, comme je disais, plus le numérique, plus les hautes technologies, plus on avance dans le temps, plus le projet Eurydice devient incontournable et indispensable au final au commerce de demain. Donc c'est ça qui est assez fort. Donc on a été les pionniers dans le expert de la vente B2B en tant qu'école de vente, puisqu'il y avait peu d'écoles effectivement spécialisées comme nous, et on est les seuls en fait tout simplement aujourd'hui experts du digital business au sens large. Pour tous ceux qui veulent se renseigner sur le secteur des hautes technologies, je vous encourage à faire la différence justement dans digital business, à faire la différence entre la traduction de la technologie numérique digital en anglais et le secteur du digital en France qui correspond donc il y a un double sens puisque provenant du grec, du latin, le digit ou le chiffre effectivement digitus fait qu'on ne parle pas de la même chose, on parle de la technologie numérique donc digital en anglais et de l'univers de la communication digitale, du toucher, du digit, le doigt, qui fait l'interaction de l'homme avec les écrans au quotidien, qui entoure tous les secteurs, tout public, et qui génère une activité, une croissance folle. Et on va terminer là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus que l'avenir, puisqu'on a atteint un niveau de maturité depuis les années, le développement de l'informatique professionnelle et personnelle dans les années 70-80 et de l'évolution d'Internet, des moyens de télécommunication. Aujourd'hui, on a la transition numérique des entreprises est bien avancée. On rentre dans une ère, effectivement, où vous voyez, on va exploiter, on a mis en place tout ça de partout. Et là, on va rentrer dans un avènement de notre société, de l'avènement des hautes technologies présentes de partout. Et ça se traduit par l'intelligence artificielle, grand public comme entreprise. Vous allez petit à petit voir les petits arriver. Le big data, effectivement, qui permet tout ça. Tu parlais tout à l'heure de la 5G pour les télécommunications qui va bouleverser le monde et qui va permettre aux objets connectés... L'IoT, ouais. Voilà, de se connecter effectivement à la 5G. L'Internet des objets, IoT. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont... Et là, effectivement, avec la pandémie, on a vu effectivement de nombreuses cyberattaques. Donc aujourd'hui, c'est un sujet aussi très présent dans notre domaine, la cybersécurité. Voilà, où la blockchain interagit aussi, et pour d'autres, effectivement, secteurs. En gros, il n'y a plus de frontières. Le monde de demain est fait des hautes technologies, et ces couches-là historiques de l'informatique, de l'électronique, du numérique, qui viennent s'associer les unes aux autres, répondent à tous les secteurs. Et aujourd'hui, on apporte de la valeur aux entreprises parce que ces solutions leur permettent de se développer économiquement, alors que historiquement, c'était toujours un vecteur bien évidemment de développement, mais surtout de productivité. L'informatique, c'était des outils de productivité, d'industrialisation des process, etc. Là, aujourd'hui, on crée de la valeur constamment dans tous les secteurs. Et c'est ça que l'étudiant euridicien apporte au travers des secteurs qu'il va choisir, puisqu'ils sont nombreux. Donc, comme tu le disais, Nicolas, on sera ravis de répondre à vos questions, soit sur nos portes ouvertes, sur nos conférences, en individuel, sur les réseaux, n'hésitez pas. Venez à notre rencontre, je dirais ce sera le mot peut-être, en tout cas c'est le message de fin pour moi en tout cas. Venez à notre rencontre aussi bien chez Eurydice que chez Icademy qui va dupliquer notre formation. Et voilà, donc on serait ravis, en tout cas moi pour ma part, ravi d'échanger avec vous. Clairement, en dire un peu plus. Moi, c'est le but aussi de ma présence aujourd'hui, c'est de faire un retour d'expérience et d'échanger avec ceux qui le souhaitent sur LinkedIn avec aucun souci. Ravi de t'avoir comme ambassadeur, Hugo, pour ton investissement auprès de l'école et de tes camarades. Merci encore à toi. Merci, Hugo.